grand temple Karnak. Aux confins du désert, les falaises qui entourent Thèbes, la capitale de l'ancienne Égypte, ont les teintes dorées de l'ambre. C'est un univers impitoyable où naquirent les hommes qui participèrent à la construction des tombes royales. Il y a 3000 ans, des hommes semblables à ces villageois travaillaient dans ce même désert protecteur et gardien. Des fragments de la vie de l'Antiquité façonnent encore ce paysage. Les anciens Égyptiens utilisaient ces falaises pour écrire, comme ce bloc sur lequel nous marquons tous les événements de notre vie. Ils y inscrivaient les couronnements, les naissances et les morts. Cette inscription est à peine visible. Comme toute la falaise, elle a acquis une teinte dorée avec le temps. La main habile d'un maître scribe l'a tracée, celle d'un homme nommé Amanak, qui prit part à la construction de cette tombe royale. Il dit qu'il est venu avec ses 3 plus jeunes fils, les autres étant déjà grands. Amanak devait avoir entre 45 et 50 ans. C'était un homme mûr du village, le père d'une famille nombreuse qui emmenait avec lui ses plus jeunes enfants pour leur faire plaisir. Que venait-il faire à cet endroit? Il venait voir une cascade, une chose rare dans un désert. Une autre cascade se trouve à l'extrémité de la vallée des rois, juste au-dessus des tombes royales. N'est-ce pas incroyable? On ne s'attend pas à ce qu'il pleuve dans le désert. En fait, il ne pleut pas souvent, à peine quelques fois par an. Mais lorsque cela arrive, ce n'est pas une simple pluie, mais des trombes d'eau. De terribles orages provoquent des inondations, car la pluie tombe sur le sable sec et se répand sur sa surface sans toutefois y pénétrer. S'il pleut à n'importe quel endroit du Sahara, l'eau arrive jusqu'ici et se répand dans la vallée du Nil. Elle arrive parfois jusqu'à la vallée des rois, détruisant tout sur son passage. On entend alors le grondement que produit la masse de pierre et de sable, déboulant jusqu'ici en quelques secondes. Le soleil brille et soudainement le ciel devient obscur et sillonné d'éclairs. Les rochers tombent avec fracas dans la vallée sans qu'on s'y attende. Mais les constructeurs de tombes le savaient et étaient vigilants. Une nuit, l'eau est arrivée jusqu'ici, écrasant tout, creusant les falaises en frappant la pierre. L'eau a rempli le fond de la falaise jusqu'à ce niveau, mais personne ne fut blessé. Plus bas, à une distance d'environ 4 pieds, se trouve le sol de l'ancienne vallée. C'est sur celui-ci, plus récent, que vinrent se réfugier les ouvriers surpris. Saisis d'effroi, ils ont laissé leur nom gravé sur la pierre et les images de leurs dieux. Ces dieux destructeurs qui sont la cause de ces cataclysmes. Ils s'installèrent ici, au-dessus de la vallée des rois, sur une petite corniche à l'abri des inondations. C'était un site plus confortable que celui qu'ils avaient connu jusqu'alors, mais assez singulier. Dans ce village, il n'y avait pas de cuisine, ni de garde-manger, et on n'y a jamais trouvé de charbon. En fait, il n'y a même pas une place pour s'asseoir ou pour dormir. Les femmes montaient le repas du village où elles habitaient. Nous avons trouvé des messages de ce genre par lesquels les hommes passaient leurs commandes. Envoie-moi un peu plus de haricots, car mes 2 frères viennent d'arriver. Je suppose que les femmes accouraient avec des plats bien chauds. Il faut dire que la relation entre les hommes et les femmes était assez étrange dans ce village. Les femmes avaient plusieurs fonctions. Il y avait la maîtresse de maison huppée, qui avait de nombreuses servantes. Ensuite, il y avait les autres femmes, les femmes du peuple, celles qui travaillaient et que les égyptologues appelaient les citoyennes. Elles pouvaient obtenir le divorce dans de bonnes conditions, le mariage ne durant guère plus de 5 ou 6 ans.
Elles avaient la possibilité d'établir par écrit un contrat de mariage et d'en fixer les clauses. Les couples se séparaient amicalement et hommes et femmes passaient d'une maison à l'autre dans le village. Les relations entre les femmes et les hommes de ce village semblaient être essentiellement affectives. Et en cela, ils étaient en avance sur bien d'autres communautés, du moins jusqu'au siècle dernier. La poésie amoureuse exaltait ces beaux sentiments. Les hommes et les femmes ressentaient les mêmes émotions. Autant les uns que les autres tombaient amoureux, éprouvaient une attirance physique, ce qui était tenu pour tout à fait correct, normal et même très beau. Cela s'exprimait dans un langage mystique. Un amant parlait à sa bien-aimée comme un homme qui s'adresse à son Dieu. Il disait « Vos cheveux sont comme le lapis lazuli, votre parfum me pénètre. » Et elle lui répondait exactement dans les mêmes termes. La poésie amoureuse est ce que ce village a laissé au monde de plus beau. Il a livré de magnifiques chants d'amour marqués par le romantisme ambiant. The wild goose soars and swoops. It alights on the net. Many birds swarm about. I have work to do. I am held fast by my love. Alone, my heart meets your heart. Beloved of men who rules my heart. O happiness of this hour, let the hour go on forever. Since I have lain with you, you raised up my heart. Be it sad or gay, do not leave me. My lover is on yonder side. The river is between our bodies. The waters are mighty at flood time. A crocodile waits in the shallows. I enter the water and brave the waves. The crocodile seems like a mouse to me. I found my lover on his bed. My heart was overjoyed. Each said, I shall not leave you. My hand is in your hand. You and I shall wander in all the places fair. Par tradition, aucune des deux filles d'Amanak ne travaillait dans les tombes royales. Mais les femmes jouissaient d'un grand prestige, aussi bien dans les villages qu'au foyer, ainsi qu'en témoignent les anciens papyrus médicaux. En effet, les médecins égyptiens s'intéressaient énormément aux maladies des femmes. Ils avaient plus de remèdes pour les douleurs de l'accouchement ou les troubles de la menstruation que pour les blessures infligées par les flèches ou les coups de couteau. Cela reflète la condition de la femme dans la société égyptienne. Nulle part ailleurs, cela n'est aussi évident que dans les cérémonies à l'occasion de l'enfantement. Le lit de la parturienne était transporté dans la pièce située sur le devant de la maison, là où on se réunissait le soir pour bavarder. Cette salle était consacrée au rite qui accompagnait l'accouchement. On en repeignait les murs, ce qui n'était pas une mauvaise idée, puis on les recouvrait d'images représentant les dieux associés à l'enfantement, notamment Touéris. La déesse hippopotame avec son gros ventre et un petit nain noir nommé Bess qui courait autour d'elle en agitant un tambourin. C'est le dieu préféré des femmes enceintes, on ignore pourquoi. L'autel des ancêtres, se trouvant dans chaque pièce de la maison, était adapté aux circonstances. Placé tout au long du mur, il contenait de petites images des dieux. Ceux-ci étaient alors disposés à l'arrière et on dressait à cet endroit 2 colonnes en briques. On disait d'ailleurs que l'accouchement avait lieu sur les briques. En fait, c'était le nom que l'on donnait à cet événement. C'était l'endroit où la femme s'asseyait, ou plutôt s'accroupissait, une position qui revient à la mode. Les femmes accouchaient là où les gens du village avaient la coutume de se réunir, mais elles préservaient quand même une certaine intimité. Cet espace était décoré pour l'occasion. Les 2 colonnes en bois étaient ornées de fleurs de lotus et de plantes vertes. C'était un décor très harmonieux. Non seulement on utilisait des techniques modernes, mais la femme sortait de son environnement habituel. On l'éloignait de toute la poussière qui l'entourait d'habitude. Elle se trouvait dans un lieu différent et clos, où elle s'installait après la naissance pendant 30 jours.
يستطاع القسم يجي يسير ولا يكون بحال عسير بأهد الله ولا يغلب غالب على الله غالب. Certains de ces rites familiers sont encore pratiqués à Thèbes. Toute la famille qui habitait dans cet ancien village avait exactement les mêmes activités que cet homme. Son travail consiste à chasser des serpents et des scorpions avec un peu d'habileté et des formules magiques. Dans le passé, cet homme aurait été médecin. Il soignerait les morsures de serpents et les ulcères. Les médecins modernes doivent regarder avec dédain ce genre de remède. Ils ne croient pas que l'on puisse guérir un ulcère en mélangeant des cervelles de tortue avec de l'huile de menthe et en frottant ce mélange sur l'épaule droite du malade. C'était pourtant efficace. La guérison dépendait de la façon de soigner, de sympathiser ou de communiquer avec les patients. Et dans ce village, les gens avaient ce don. Lorsqu'on lit les papyrus qui se réfèrent aux maladies des yeux, on se rend compte qu'on y faisait allusion à au moins 20 ou 30 diagnostics différents. Ceci témoigne d'une très grande capacité d'observation. Quiconque observe vos yeux avec autant d'attention, les nettoie avec soin et sollicitude, aura pour une grande partie contribué à votre guérison. Le village était sous le contrôle et la protection de la région située sur l'autre rive du fleuve. Le scribe Amanak venait du désert, traversait les champs jusqu'au fleuve et prenait un bac pour voir son patron. Il débarquait sur une place où se tenait un marché comme celui-ci. Les anciens scribes connaissaient tous ces produits que l'on vend encore sur les marchés de la région. Mais il n'y a plus d'esclaves depuis longtemps, ni de sarcophages peints en couleurs vives par les villageois. Ceux-ci les apportaient au marché pour les échanger contre des aliments, des vêtements ou tout autre objet de luxe que l'État ne leur procurait pas. Sur le fleuve, ces pêcheurs étaient semblables à ceux du village d'Amanak. Ils s'apprêtent sans doute à partager leur dîner avec les constructeurs de tombes. C'étaient de rudes travailleurs qui connaissaient bien le scribe et qui avaient lutté loyalement pour leur village pendant des générations. En tant que chef ou patriarche du village, le scribe Amanak traversait le fleuve plusieurs fois par semaine pour régler les affaires de toute la communauté. Il allait chercher du ravitaillement, faisait transiter des outils, recueillait les pigments que l'on utilisait pour peindre les tombes royales. Il y a 3000 ans, on ne voyait pas tous ces bateaux de touristes, et cela devait être un spectacle impressionnant. On apercevait seulement les barques du dieu Amun, chargées de grains. Ce dieu en possédait 40 ou 50, et elles montaient et descendaient le fleuve pour apporter le grain au grand temple. D'autres bateaux, plus exotiques, traversaient le grand fleuve vert, nom que les anciens Égyptiens donnaient à la Méditerranée. Des vaisseaux chargés d'opium qui provenaient des ports mycéniens, de bois de cèdre du Liban, de baies de genièvre, de byblos ou de toutes sortes de produits rares et exotiques. Au cœur de la grande ville se trouve le grand temple de Karnak. Der Aufbau des Säulensaals begann in der Zeit von Sethus, dem ersten Vater von Ramses II. Des milliers de gens viennent actuellement du monde entier pour admirer les chefs-d'œuvre des anciens Égyptiens, mais ils découvrent un lieu étrange et mystérieux. Les monuments s'expriment ici dans des langues bizarres. Très peu de gens comprennent la langue de leur architecture. Souvent, je me demande combien de touristes repartent, frappés de stupeur par les pierres et fascinés par le mystère qui plane sur ce site. Sagen wir, der Aufbau des Säulensaals dauerte. Même plein de monde, cet endroit semble vide et voilé de mystère. Joseph, son of Jacob, explained the dream for the Del principio faccio scrivere una per una un obelisco di oro.
Nous sommes au centre de cet édifice, une petite pièce vide, sans aucun indice, mais pourtant chargée de sens. Il faut se rappeler que le temple de Karnak n'est pas une église. Ce n'est ni un hôtel, ni un endroit où se réunissent les fidèles. C'est la mystérieuse maison d'un dieu, et c'est ce qui détermine sa géométrie. Ce long passage constitue l'entrée principale et conduit vers les tréfonds du temple. Lorsque les premiers architectes en tracèrent le plan, ils dessinèrent des signes situés à la même distance de l'axe principal, et tous les autres édifices furent construits suivant cet axe. À mesure que ceci devenait de plus en plus grand, les architectes étaient guidés par ces signes tracés sur les fondations du temple. La distance qui séparait ces signes était soumise à la série récurrente dite de Fibonacci. Ce n'est pas très difficile. Cela signifie que chaque numéro qui la contient est la somme de deux numéros précédents. 1, 2, 3, 3 et 2, 5, 5 et 3, 6, 7, 8, etc. Ces mesures sont en qubits, la mesure égyptienne qui correspond à environ 50 cm. 1 qubit, 2 qubits, 3, 5 et 8, et ainsi de suite. C'est un plan merveilleusement bien conçu et cela signifie que vous pouvez continuer à construire éternellement d'une façon harmonieuse. Cela veut dire aussi que l'on peut obtenir des dimensions gigantesques dans les dernières phases de la construction. Cela explique pourquoi ce premier pylône est aussi grand. Derrière le premier grand pylône se trouve la cour du temple de Karnak, la plus vaste et la plus récente. Derrière, sur l'axe principal, après le passage, se trouve la salle hypostyle. Nous voilà devant le monument le plus extraordinaire, le plus audacieux du monde, ainsi que la plus grande salle à colonnes jamais construite. 134 colonnes. Les piliers ne sont pas en ligne droite, comme ceux des temples grecs, mais forment un massif d'arbres, de papyrus, que le vent agite légèrement. Les Égyptiens utilisaient cette magnifique salle à des fins précises. Les vizirs du roi et les grands prêtres s'en servaient pour tenir conseil et juger. Amanak, le scribe du village, avait l'habitude d'apporter ses ciseaux en cuivre pour les affiler dans les ateliers du temple. Mais la fonction principale de cette salle était de livrer passage à la procession des dieux. Je me dirige à présent vers la partie la plus sombre et la plus mystérieuse du temple. Les murs se rapprochent, le plafond s'élève, le sol est en pente. Nous arrivons au sommet du triangle formé avec la maison de Dieu. Tout autour, sur les niches, se trouvent de petites et mystérieuses représentations des dieux de l'Égypte. Malheureusement, lorsque vous arrivez au centre de Karnak, au cœur du grand temple, Dieu n'est plus là et sa maison est en ruine. On ne voit plus rien. Jadis, seulement le roi d'Égypte et ses plus proches collaborateurs y entraient et vénéraient la statue d'Amoun qui se dressait ici, sur cette pierre. Il est vraiment difficile de se l'imaginer maintenant.
Mais on peut encore voir une maison des dieux dans d'autres temples d'Égypte. Nulle part ailleurs, mieux qu'ici, car c'est le temple en meilleur état de conservation de toute l'Égypte. Le temple d'Horus, à Edfou, dans l'obscurité se dresse la même maison de Dieu, magnifiquement taillée dans une seule pièce de granit, brunie comme de l'argent, dans une salle en grès. Là-bas, derrière ces portes en bois, se trouve le dieu Horus. Ces maisons, comme vous voyez, représentaient la hutte primitive construite sur le premier monticule qui surgit des eaux du chaos originel au commencement de la création. Dans cette hutte se tenait Horus, au milieu d'un marécage plein de papyrus. Ce marécage de papyrus est toujours là, à l'intérieur. Horus se tenait dans ce marécage formé à l'aube de la création. Horus était le premier oiseau qui apparut sur le premier monticule de terre ici, au cœur de ce temple. Chaque temple contenait le lac de la création, et sur chacun de ces lacs, tous les matins, on représentait l'acte de la création du monde. L'un de ces moments se référait à l'œuf pondu par ce personnage. Il évoquait l'atmosphère qui séparait le ciel de la terre, tandis que l'oie émettait son premier son. Puis ce fut le second son. Nous allons évoquer ici l'un de ces merveilleux événements. Il ne s'est plus répété depuis 3000 ans. Nous allons le répéter sur le lac de la création, comme on le faisait à Karnak, comme le prêtre le faisait à Karnak il y a 3000 ans. Allez, imitez le cri de l'oie, c'est ça. Coin, coin, dans le trou. Continuez, continuez. Go on. Come on.